Et si je vous disais que fin janvier, on a 9874 prototypes de jeux qui ont été créés par près de 40 000 personnes dans 94 pays différents. Imaginez que chaque personne potentiellement fait partie d'une équipe ou non, mais surtout qu'elle ait pendant 48 heures travaillé sur un thème qui était le thème masque dans le cadre de la Global Game Jam sur 811 sites au monde. Vous avez des équipes qui se retrouvent, qui découvrent ce thème, masque. C'est un thème énigmatique et qui décident de s'unir pour pouvoir créer des jeux dessus. Près de 10 000 jeux qui sont testables sur globalgamejam.org et qui du coup forment la 17e édition de la Global Game Jam, un événement annuel de création de jeux à l'international que j'ai le plaisir de co-animer en France, puisque on va avoir une quarantaine de sites chaque année en France qui sont principalement des écoles mais aussi des associations, parfois des entreprises qui vont organiser localement cet événement-là, accueillir du monde, que ce soit en interne ou vraiment de l'extérieur, et proposer justement d'animer finalement cette édition localement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est créé un peu de partout, d'autant plus que tout le monde partage le même thème, tout le monde a 48 heures à partir du moment où le travail commence, et justement c'est là où ça va être extrêmement intéressant, c'est que 10 000 jeux sont testables. J'ai pu en tester quelques-uns, alors pas 10 000, j'ai pu en tester une dizaine, ce qui est déjà pas mal, et c'est un événement qui revient régulièrement forcément sur Radio Clapas, puisque je suis organisateur régional pour la Global Game Jam, c'est-à-dire que j'échange à l'international avec les autres représentants de régions, de pays pour pouvoir coordonner cette organisation-là. Et de l'autre côté, je m'assure que localement, sur les 40 sites en France à peu près, on ait une organisation à peu près cohérente d'un site à l'autre, ce qui fait que les personnes qui vont vouloir participer, peu importe le site qu'elles rejoignent, elles vont quand même participer à la Global Game Jam et non pas à vraiment des événements qui sont trop différents les uns des autres, en tout cas dans l'état d'esprit. Donc ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas de limite de taille d'équipe, on n'a pas de limite de nombre de jeux sur lesquels on peut participer pendant les 48 heures. Donc vous avez par exemple des personnes compositrices côté cinéma, côté spectacle vivant qui d'un coup vont se mettre au service d'autres équipes au pluriel. Donc on va avoir des gens qui vont être dans 4, 5, 6 équipes différentes. Tout comme on va avoir des gens qui vont au contraire créer des jeux en solo parce que ça va être l'enjeu du moment, parce que soit le thème va leur parler d'une façon très personnelle, soit ça va être le défi technique qui va les intéresser. Parfois c'est un défi logistique. On a des équipes qui par exemple ont accueilli des personnes en dehors complètement de leur site, notamment une équipe en France qui a accueilli un développeur américain. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout. Certains se connaissent au contraire, donc on va avoir notamment des entreprises qui vont allouer du temps pour pouvoir se tester, puisque 48 heures ça veut dire qu'il va falloir travailler notamment ce qu'on appelle la scope, c'est-à-dire l'échelle de votre projet. Vous pouvez pas penser à 25 niveaux, etc. C'est pas possible. Vous avez pas le temps de réaliser 25 niveaux, peu importe votre jeu. Donc il va falloir réduire à chaque fois le cadre dans lequel vous voulez évoluer si jamais vous voulez finir avec un prototype de jeu testable, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de société, des escape games même, du jeu de rôle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu interviewer durant l'événement différentes équipes. Là, il va y en avoir 3 durant cet épisode, où à chaque fois, on a une vision assez différente, alors qu'on est sur le même thème, alors que on est sur des gens qui soit se sont réunis pour la première fois, donc c'était vraiment leur première Global Game Jam ensemble, et c'était le moment d'apprendre à travailler ensemble. Donc, si vous avez déjà travaillé en collaboration, que ce soit en entreprise ou quoi, vous savez que c'est pas si évident que ça. Alors que de l'autre côté, on a aussi potentiellement des équipes qui ont un peu plus l'habitude, c'est leur 2e, 3e année, et donc c'est aussi la force de frappe. À chaque fois, je vous présenterai évidemment le jeu en amont, et on aura l'occasion d'entendre l'équipe nous parler de l'enjeu qui a été le leur pendant ces 48 heures. Parfois, c'est l'histoire, parfois, c'est les mécaniques de jeu, parfois, c'est des problématiques techniques. Et donc, c'est hyper intéressant au travers de ces 3 équipes-là, déjà d'avoir peut-être un
aperçu, un petit, on appellera ça un petit feeling de cet événement-là, d'autant plus que les jeux sont encore aujourd'hui testables. Si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est créé au Kazakhstan cette année, c'est tout à fait possible. Il y avait plusieurs sites de gens qui créaient du jeu vidéo là-bas. Une année, on a même eu l'Antarctique, qui avait en fait une station de recherche où en fait il y avait moins de 10 personnes. Je crois qu'ils étaient 5, et donc voilà, ils ont demandé la possibilité d'avoir leur propre site officiel Global Game Jam. Et donc sur la carte interactive que vous pouvez trouver sur le site officiel, vous aviez du coup un point au milieu de nulle part en Antarctique. C'est super, j'adore le principe. Donc Mask, on a une équipe qui s'appelle la Scotch Team, qui est composée de Paul Blott, de Thibaut Tournery, Tristan Muller, Thomasine Morel, Manon Graham et Jason Dagenet, qui ont créé un jeu qui lui va s'apparenter à ce qu'on appelle le puzzle game. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où il va falloir résoudre différents puzzles. Le principe étant que la plupart du temps, on va avoir un écran plus ou moins fixe, ou alors avec un déplacement vertical ou horizontal, ce qu'on va appeler du scrolling. Et donc, il va falloir résoudre ce puzzle, comprendre ce qui est attendu de nous, et une fois qu'on a résolu le puzzle, on va pouvoir tout simplement avancer sur la suite. Pour pouvoir travailler, les équipes, elles ont différents outils. Certaines vont utiliser ce qu'on appelle le Miro. Alors le Miro, si vous ne savez pas ce que c'est un logiciel qu'on a plus ou moins sur navigateur. Vous avez d'autres façons de vous organiser, mais juste visualiser un tableau blanc sur lequel on peut écrire et éventuellement mettre des post-it. Vu que c'est collaboratif, vous pouvez avoir par exemple plusieurs post-it avec des gens qui ont des vignettes attribuées à leur couleur. Et donc on a des systèmes de vote qui peuvent s'improviser comme ça. On a tout ce qui est ce qu'on appelle le mood board, c'est-à-dire les références sur un sujet. Par exemple, dans le jeu de la Scotch Team qui s'appelle Puppet Master, nous avons un masque. Et ce masque, il fallait bien qu'il ressemble à quelque chose. Donc, il y a un mood board, c'est-à-dire tous les exemples, toutes les références de masques possibles pour pouvoir se dire, en fait, notre masque, il va dans cette direction-là. Il est d'une certaine couleur, d'une certaine forme, etc. Et donc, vous avez également le résumé des décisions de design concernant les mécaniques de jeu, notamment concernant l'histoire. Et donc ça, vous pouvez aussi l'avoir sous forme plus formelle de documents, Word notamment, où vous avez ce qu'on appelle le Game Design Document, et donc c'est souvent on a les deux en même temps, mais des fois vous avez des équipes qui vont plutôt avoir le Game Design Document, vraiment le côté formel, ça vous dit c'est quoi l'histoire, vous jouez quoi, comment est-ce que je suis censé voir mon personnage, comment est-ce que j'interagis, j'appuie sur quel bouton, c'est censé faire quoi, c'est quoi le but du jeu, bref, vous avez vraiment l'ensemble des règles du jeu. Et sinon, vous avez le Miro pour pouvoir avoir vraiment l'organisation générale du projet avec un tableau blanc à l'infini et différentes sections auxquelles on peut se référer. Puppet Master, donc, c'est un jeu qui va être vraiment orienté puzzle, où on va avoir une vue de côté avec des automates qui sont immobiles, mais on a un masque qu'on va pouvoir jeter d'un automate à un autre, sachant que vous orientez l'angle de tir, et c'est ça qui va vous permettre de passer d'un automate à un autre qui lui potentiellement va être derrière un mur, donc il va falloir le lancer au-dessus du mur peut-être, ou alors il va falloir passer en dessous parce qu'il y a un trou dans le mur, et donc du coup vous comptez sur un rebond pour pouvoir faire en sorte que l'automate suivant puisse hériter de votre masque et donc de votre conscience et pouvoir se déplacer et ainsi pouvoir compléter le puzzle. On en a parlé notamment avec Thibaut et Manon, et donc voici un extrait de l'entretien. En fait, à la base, on est parti un peu dans tous les sens. Base de le nom de la team Scotch vient du fait que initialement, on était parti sur une idée de masque à gaz qu'il faut scotcher tout en se déplaçant dans du brouillard. Bref, voilà. Les inspirations étaient multiples, dirons-nous. Non, en fait, après, du coup, on a essayé le vendredi soir, tout en mangeant et en discutant, de voir un petit peu quels étaient les thèmes qui nous parlaient. Donc, autour du mot masque, qu'est-ce que ça nous évoquait? Quelles étaient derrière les mécaniques que ça pouvait engendrer. Ça a parlé un petit peu de faire du jeu à la première personne, ça a parlé du coup de faire du jeu à la troisième personne, mais en vue du dessus, en vue de côté. Voilà, on a essayé un petit peu différentes pistes. L'idée étant que assez rapidement, par contre, on est quand même assez vite tombé d'accord sur le fait que ça pouvait être fun de jeter le masque et de voir un petit peu où est-ce que ça pouvait amener en fait. C'est là qu'il y a eu effectivement cette idée de le lancer sur du coup des automates, d'être soit
soi-même un automate ou en tout cas un personnage, voilà, de pouvoir prendre le masque, de le lancer, etc. Donc on avait beaucoup d'idées, comme pour toute game jam, les idées généralement c'est pas ce qui manque, et du coup derrière on a été obligé forcément de réduire le scope et de s'en tenir à quelque chose d'assez simple. Donc ce qu'on a retenu effectivement, ça a été de faire un platformer 2D side, alors pas vraiment side scroller puisque techniquement l'écran est fixe, l'écran ne scrolle pas, mais voilà, c'était un puzzle platformer où la principale mécanique qu'on a voulu développer, c'était le lancer de ce fameux masque qui permet en fait d'aller se fixer sur des pantins, et ces pantins nous permettent derrière de se déplacer dans le niveau, de faire du platforming, et c'est à partir de là que le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Voilà. Et à partir du moment où on a décidé qu'on allait faire du lancer de masque, c'est là que la vanne scotch a continué, parce qu'on s'est dit ok, mais si on rate la cible, comment est-ce que le masque revient? On s'est dit il est relié par du scotch. Ok, oui. La vanne scotch est revenue régulièrement. La vanne est revenue en boucle. Alors ouais, il y a du lore, effectivement. J'ai pas beaucoup dormi la nuit du vendredi à samedi, je dois avouer. En fait, l'idée, effectivement, alors ça n'a pas été implémenté, mais le proto devait se faire sur 4 à 5 niveaux qui servaient de tuto pour explorer la mécanique plus en profondeur. Et surtout, le but de ce tuto, c'était d'avoir du coup une narration qui était à la fois un tutoriel et une narration intradiégétique. C'est-à-dire qu'en fait, on découvrait des petits bouts de lore avec des mots clés qui servait de guide sur comment jouer. Voilà, donc j'avais réfléchi à tout un petit concept là-dessus. Pour faire court, on joue en fait une entité qui a été abandonnée par ses créateurs et qui, en se fixant sur des espèces de golems laissés à l'abandon, va essayer de ramasser les différents fragments de son masque pour reformer une unité pleine et entière, et ainsi retrouver sa liberté et découvrir un peu ce qui est arrivé à ses créateurs. Voilà, grosso modo l'idée qui était derrière. Et oui, le masque était en plusieurs fragments et il ne tenait avec une forme de scotch. Non, en fait c'est la référence du masque brisé. Voilà, on peut le voir effectivement sur le mood board. C'est alors j'ai bouffé le mot en japonais, je l'avais, le kintsugi, je crois, l'art de recoller les choses, généralement avec une dorure ou une résine un peu esthétique. C'était le plan initial jusqu'à ce que Git nous fasse des misères. Et donc vous êtes parti sur de la 3D donc pour gérer les automates. Alors bon, je me doute que vous avez fait techniquement parlant ce qui était possible en 48 heures. Globalement, à quel point en fait ça a demandé du travail pour des gens qui justement ne sont pas de la spécialité game design, et à quel point en fait par rapport à la démo, le game design document allait loin? Alors, en termes de travail, là, vous avez à peu près, je dirais, entre 3 et 4 heures de réflexion, correction, commentaires et bazardage divers et variés. Puisque du coup, il y a des choses qui ont été changées en cours de route. Mais voilà, le document dans l'état où vous le voyez à peu près, ça représente à peu près 3 ou 4 heures de pérégrination mentale, dirons-nous. Okay. Devant le PC. Après, bien sûr, il y a toutes les réflexions, tous les commentaires à l'audio de la Game Jam qui ont été faits en live et donc qui ne figurent pas forcément sur le doc, beaucoup d'échanges en personne, tout ça. Donc, faut vous dire que globalement, le game design doc a été rédigé à peu près pendant, je dirais, 2 bonnes heures la nuit de vendredi à samedi et 2 heures supplémentaires le samedi matin, okay, pour essayer de fixer quelque chose le plus rapidement possible. Dans l'idée pour que déjà le samedi en fin de matinée, l'objectif c'est d'avoir des guidelines assez clairs sur vers où on allait et qu'est-ce qu'on devait faire. À côté, alors c'est vrai il est pas dans le game design document, mais sur le Discord on avait un planning. Comme on le sait tous, le planning ne marche pas. Ouais, voilà, et on peut dire qu'il a très bien pété. C'était une magnifique flashbang, ce planning. Quand on s'est vu au playtest là, l'Invader Bar, il y avait Tristan qui était avec moi, et en fait en discutant avec tous les gens qui ont testé le jeu, mais on a eu 1 milliard d'idées pour pousser cette démo, parce que avec des trucs aussi simples que lancer le masque, faire des rebonds, passer au travers de certaines matières, mais on peut multiplier les possibilités, et en fait on en est venu à regretter que la scène se fasse que sur un plan fixe et que ce soit pas un scroll, parce que c'est en fait là notre démo, on reste sur notre fin quand on arrive au bout, quoi. Oui.
Pour tout dire, effectivement, même dans le GD Doc, ça a été réduit à 5 niveaux. Là, pour moi, c'est moi qui me suis forcé à me restreindre. Initialement, j'avais prévu 12 niveaux. En level design, j'avais écrit les 12 niveaux dans la première nuit. Et bon, le samedi matin, en me réveillant après quelques heures de sommeil, je me suis dit, réduis ta scope. Sage, tu n'as que 48 heures. Oui. Voilà. Mais oui, clairement. Beaucoup de rêves. Voilà, clairement des idées pour pousser le truc plus loin, ça ne manque pas. Et ce serait cool en vrai qu'on arrive à trouver un peu de temps de pousser ça plus loin. Je vous propose maintenant de retrouver une autre équipe qui, elle, a travaillé sur un jeu très différent puisque d'un côté, on est sur un jeu plutôt puzzle vu de côté avec un masque qui va sauter d'un personnage à un autre. Donc, on va pouvoir contrôler finalement plusieurs personnages au travers de ce masque. Là, ici, dans Armor Off, on est sur un jeu un peu plus traditionnel orienté action où on va suivre avec la caméra derrière le personnage un chevalier qui rentre finalement d'aventure et qui aimerait bien juste pouvoir prendre son bain. Sauf que il va rencontrer pas mal de monstres et donc la mécanique va reposer sur le fait de l'équiper ou non de son casque, de son armure et ou de son épée qui est avec un rocher attaché, c'est-à-dire que vous avez vraiment une espèce de gros bloc. Le personnage est gigantesque, ce qui fait qu'il y a certains endroits où en fait avec son armure il peut pas passer, parce que c'est vraiment le chevalier très caricatural, voire même d'inspiration bande dessinée. Et donc on retrouve notamment Candy Coleccia qui est artiste 3D, mais pas que, puisque c'est une équipe qui est aussi composée de Hugo Raguin, de Paul Serrin-Rosso et de Guillaume Carton avec Elena Raguin. Et donc, c'est une équipe qui, pareil, en 48 heures, a travaillé sur un jeu entièrement en 3D, qui dispose de 3 salles différentes, avec à chaque fois des ennemis particuliers, et d'une petite fin un petit peu amusante. Armor Off, ça a été une très chouette découverte, et je vous laisse avec l'équipe pour en découvrir un peu plus. Et du coup, moi, c'est Candy, je suis artiste 3D. Et donc, je me suis occupée de la plus grosse partie de la 3D dans le jeu. Hello, moi du coup c'est Elena. Je me suis occupée de tout ce qui était effets VFX dans le jeu. Et du coup il y a eu 2 autres personnes pendant ce projet, un deuxième proc, Hugo et Guillaume qui aussi a aidé au niveau de l'enviro et surtout des blocs de niveau. À quel moment en fait votre concept de base, le prototype fonctionnel a été fait durant le week-end, c'est-à-dire que on voit quand même qu'il y a eu des phases de polish. Et du coup, c'est un peu ma question, c'est vraiment à partir de quand vous vous êtes dit, bon là déjà on a un truc, on pourrait presque s'arrêter là quoi. Bah en fait nous on a commencé du coup vendredi soir. On a passé la soirée à faire le débrief sur le Miro. Donc on s'est mis d'accord sur le concept, on a un peu débrief le concept et la DA sur laquelle on voulait partir. Et après on a passé le samedi à faire le jeu fonctionnel. On a fait ça et du coup on a commencé dimanche avec la build fonctionnelle qu'on a polish jusqu'à 16h. 17h. Est-ce que c'est une synergie que vous voudriez continuer à entretenir? Est-ce que vous voulez attendre une prochaine game jam pour pouvoir retravailler ensemble? Ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, vous souhaiteriez profiter de cette rencontre-là pour avancer? Après, en fait, on se connaît déjà un petit peu aussi à côté. On se connaissait même avant la game jam. On a fait l'équipe, en fait, avant de faire la game jam. On savait que ça allait marcher, mais je pense pas qu'on savait que ça allait marcher aussi bien. Donc, okay. Pour l'avenir, je sais pas. Avec grand plaisir pour moi. En fait, vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient liées à des blagues sur le sur le proto, en fait à un moment je suis tombée sur c'est du coup moi qui l'ai fait. Je suis tombée sur sur Excalibur qui était dans un rocher, c'était une arme et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'en fait il nous fallait une arme qui soit lourde parce que pour que ça justifie que quand tu la portes, quand tu l'équipes, tu perds de la vitesse. Et du coup, à la base, on pensait à une grosse hache ou même un gros gourdin, enfin quelque chose de vraiment lourd. Puis finalement, l'épée avec ce gros rocher, ça marche bien quoi, pour justifier le poids de l'arme. Et en plus de ça, on trouvait ça drôle. Oui, d'autant plus que il y avait j'avais vu un short d'un gars qui, je crois que c'était sur TikTok, où ça parlait JDR et c'était imaginez en fait vous avez un barbare qui a max sa force mais qui en fait est pas digne de tirer l'épée du rocher et qui en fait se contente d'avoir une espèce de masse où en fait c'est l'épée avec le rocher. C'est exactement ça, ouais. Exactement ça. Je trouve ça, c'est incroyable. On reverra un peu ce personnage de chevalier. Il y a une envie un peu d'aller creuser sur une espèce de lore, voire de le relier peut-être, ou
Ou pour le coup, vous voulez le laisser tranquille, prendre son bain? Bah, c'est vrai que des fois, enfin, personnellement, en tout cas, quand j'imagine un peu, ou même au début, quand j'imagine un peu le jeu, je voyais bien un truc à la Donjon de Nullbuck, un truc vraiment drôle et loufoque donc c'est sûr que quand on se prête un peu à cette idée-là, ça donne envie de développer un truc dingo et rigolo. Pour ce dernier jeu, on voyage en Égypte avec le jeu Thuban, puisque après avoir eu le côté un peu médiéval, chevaleresque, et avant ça d'avoir eu la petite référence japonaise du masque recollé, cette fois-ci, nous sommes dans une pyramide avec un monstre qui va nous pourchasser, sauf que un masque va nous permettre de voir à travers les yeux du monstre, une mécanique qu'on avait vue à l'époque dans le jeu Forbidden Sirens, où la capacité de notre personnage c'était justement de voir par les yeux des démons qui nous traquaient, mais en même temps d'avoir d'autres références évidemment. On est sur un jeu en 3D à la première personne, où il va falloir accomplir des énigmes sur 2 endroits différents de la pyramide pour pouvoir réellement s'échapper avec ce monstre-là qui nous traque, qui va potentiellement nous entendre, donc on va pouvoir aussi le leurrer en sifflant, et donc ça va avoir toute une mécanique comme ça qui est assez intéressante. Une équipe en plus qui est composée d'une dizaine de personnes, avec Léo Simon, avec Céliane Frelat, avec Mila Paul l'Habitant, Émilie Rougier, Axel Mangin, Alexandre Bussonade, Esteban Ocampo, Gabriel Rivière, Paul Mario, Félix Aben, qui sont toutes et tous des étudiants de l'ESMA sur différentes sections. Et donc c'est intéressant de voir comment ces personnes-là se sont regroupées, certaines étant expérimentées dans les game jams, d'autres découvrant l'exercice, et avec un jeu qui est quand même assez teinté, en plus que ce soit esthétiquement avec le côté Égypte et en même temps avec une mécanique plus orientée horreur qui marche extrêmement bien. En tout cas, l'équipe avait pas mal de choses à dire. Du coup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une équipe de 3e année de l'ESMA qui avait travaillé du coup sur Thuban. Thuban, ouais. Alors, je vais vraiment vous laisser vous présenter, comme ça on va un petit peu discuter de votre équipe, du jeu, et puis on va découvrir ça. Alors du coup, nous, on était une équipe composée principalement de 10 personnes, et du coup on s'est rencontrés parce qu'on connaissait pas tout le monde, c'est-à-dire qu'on a eu 2 ICA qu'on ne connaissait pas. Du coup l'ICA c'est une filière dans notre école qui est spécialisée dans tout ce qui est le dessin et le concept art. Du coup on s'est rencontrés du coup à cette jam. Et tous ensemble, on a réussi à produire du coup ce jeu en 48 heures. Donc au niveau de l'organisation, on était sur quand même, on va dire, tranquille. Comparé aux autres équipes d'avant, en tout cas, on n'avait pas autant détaillé tout ce qui était les miros, tout ça. Du coup, on a un jeu, je dis beaucoup du coup, pardon. On avait le miro qu'on pourra vous montrer juste après, qui est beaucoup moins chargé peut-être, mais on est plus passé à l'oral. Et aussi, on avait un tableau dans notre salle qu'on a beaucoup utilisé en fait pour tout ce qui était la présentation des images, tout ça. Vraiment, on est parti sur une jam plus orale vraiment que écrite pour gagner du temps, pour pas mettre en place tout ce qui peut être du coup les miros, tout ça. C'est pas forcément très long, mais au moins on a tout mis d'un coup. Et voilà, tout simplement. Vous êtes avec les mêmes spécialités, les mêmes orientations pro, ou est-ce que justement vous êtes plutôt pluridisciplinaire? Pour le coup, on était assez diversifié, c'est-à-dire qu'on avait une équipe quand même qui était spécialisée vraiment dans le graphe et une qui était plus dans le tech. Du coup, on a eu un ensemble qui était assez, qui marchait bien en fait tout simplement ensemble. Et puis on se connaissait déjà puisque du coup dans nos projets en cours ou même en dehors, on travaille souvent ensemble. Du coup, sans compter du coup les ICA qu'on a découvert pendant la jam, on était quand même, on se connaissait en fait. Du coup, on avait déjà cette alchimie ensemble. Et au final, du coup, ça a plutôt bien fonctionné. On s'est mis en tête du coup d'essayer d'aller plus loin. Je suis d'accord pour du coup. On a essayé d'aller plus loin techniquement en poussant un petit peu nos spécialités et d'essayer du coup en 48 heures de produire ce qu'on arrive à faire de plus, on va dire, de pousser au maximum un petit peu toutes nos spécialités et du coup de produire ce jeu qui pour un scope de jam est peut-être un peu lourd, du coup pas polish forcément, mais on a essayé tout simplement. C'était le but, c'était comme ce qu'on nous dit souvent, hein, les game jams c'est fait pour se planter, et on s'est dit au pire on se plante et c'est pas grave, et au mieux on réussit et on est content de nous. Du coup c'était tout simplement une tentative. C'était une volonté vraiment particulière de faire une démo technique aussi, ou est-ce qu'en fait c'est juste que vous avez l'habitude de entre guillemets de tryhard Unreal et vous avez pas fait gaffe? C'est tellement notre deuxième game jam pour le coup. Du coup, on s'est vraiment dit, un peu comme tu disais, une démo technique dans l'idée où on avait déjà toutes ces compétences qu'on avait acquis au fur et à mesure comme nos années d'études et aussi sur nos projets personnels. Et au final, on s'est dit, là, on aimerait vraiment mettre tout ça au service en fait de notre jeu et essayer de faire le plus possible, même en ayant
le peu de temps qu'on avait de 48 heures forcément. Du coup, c'était quelque chose un peu challengeant dans l'idée de se dire est-ce que on va réussir à rentrer tout notre savoir en seulement 48 heures, plus toute cette partie optimisation afin d'avoir un jeu qui tourne et techniquement fonctionne et serait alors peut-être pas à ce niveau-là en prod, puisque forcément en production, on chercherait peut-être plus d'optimisation, puis visuellement on aurait plus d'itérations, ainsi de suite, mais quand même de mettre en pratique tout ce qu'on avait appris. Par exemple, sur tout ce qui était kit modulaire pour l'environnement, en soi, tous les murs, j'ai fait que 2 variantes de murs, et l'idée c'était vraiment de pas voir cette répétition en le mêlant par exemple avec du coup Axel qui est avec nous, qui nous a fait des... je te laisserai expliquer Par partie. exemple, c'est juste pour ton kit modulaire, je rebondis dessus, c'est pareil pour les textures, c'est-à-dire qu'il y a 3 textures, je crois, dans le jeu, qui se répètent beaucoup, donc le calcaire, la brique au sol et le sable. Et en soi, avec 3 textures, on a à peu près réussi à faire un environnement potable. Bah voilà, du coup c'était ça. Puis bien sûr, on a travaillé avec des IK et du coup c'était super intéressant de se dire qu'on avait des personnes qui étaient très fortes en 2D et qui pouvaient du coup vraiment nous accompagner dessus. Et c'est pour ça qu'on a aussi autant de tout ce qui est hiéroglyphes sur les murs. Alors on le voit pas très bien sur le jeu final, mais sur tout ce qui est les murs, on a des gravures, du coup vraiment des hiéroglyphes qui ont été faits à la main. Et tout ça, ça a été additionné du coup avec tout ce qui était au niveau des matériaux, qui a été réalisé du coup par Axel. Et l'idée c'était vraiment de combiner un petit peu tous nos arts entre guillemets, que ce soit au niveau de la modélisation, du texturing ou directement du paint en fait, réalisé par les IK. Ça marche. Est-ce que vous vous êtes dit tiens, on voudrait peut-être le montrer, ou est-ce que dans votre tête en fait c'est juste un jeu de jam? Je crois pas trop qu'on ait parlé de plus que ça de le poursuivre après, puisque principalement on s'est concentré sur des projets qui étaient plus personnels ou alors sur les projets de cours. Mais en soi la mécanique est quand même intéressante et je pense qu'il y a quand même moyen d'itérer sur certaines choses. Donc après peut-être plus tard, par exemple peut-être au niveau de la programmation, ce sera peut-être plus intéressant de leur côté sur ça. Okay. Mais voilà, dans l'idée on n'a pas vraiment continué le jeu plus que ça. On était content d'avoir réalisé ça en 48 heures et c'était pas forcément à but de le pousser plus que ça. Puisque après, vu que c'est un jeu d'horreur, c'est un jeu d'ambiance, ça nécessite quand même pas mal de moyens sur tout ce qui va être setup, par exemple des nouvelles énigmes ou quoi. Et alors, là, du coup, avec du recul sur le jeu, il y a beaucoup de choses qui sont assez redondantes. Du coup, forcément, c'est pas mal de changements à faire. Donc pour l'instant, on n'a pas pensé plus que ça à le continuer. Okay. Mais on s'est dit qu'avec un scope aussi gros aussi, si on prenait trop de temps, après, on allait finir par devoir cut des parties. Et ça, c'est un truc qu'on est assez content, c'est qu'on n'a pas cut de parties, ou en tout cas pas d'éléments majeurs. Peut-être quelques features, mais très très légères. Et on est assez satisfait d'avoir pu rentrer quand même l'entièreté entre guillemets de notre scope sur du coup ce temps assez court. Et du coup, et ça, après, l'itération était assez rapide. Ah, vas-y, pardon. C'était juste pour dire le mix entre Sirène et du coup Five Nights at Freddy's Reborn. Parce que Reborn, c'est un gros labyrinthe avec Freddy qui nous court après en boucle. Alors que Sirène est plus un jeu d'infiltration basé sur les déplacements, l'utilisation du monstre, quelque chose qui est plus réfléchi. On a voulu mélanger les deux pour que même si le monstre nous court après, on puisse lui échapper, qu'il y ait un flow quand même, qu'il y ait quelque chose qui en ressorte et qui rentre bien quand même. En fait, on a parlé de jeu, je sais plus trop ce que c'était, et on avait parlé de celui-là, et quand on a eu le thème masque, ça a fait tout de suite écho de l'idée de se dire, on pourrait peut-être utiliser un masque pour voir la créature, du coup, la connexion avec Five Nights at Freddy's, ainsi de suite, et au final, du coup, le projet actuel. Faire le mélange des deux, alors forcément, c'est un peu compliqué de réinventer la roue, mais d'avoir, entre guillemets, un mélange de deux choses qui fonctionnent bien ensemble finalement, et ce côté patrouille encore une fois qu'on a vraiment voulu mettre au service du jeu. Et la partie qui était un peu compliquée, c'est de faire comprendre au début que le masque était la vision du joueur avec la cinématique, et dans ce laps de temps faire comprendre que le masque permettait de voir la vision de la créature. Alors ça c'est vraiment beaucoup joué au post-process que du coup Axel a bien travaillé, et on comprend bien qu'il y a quand même un shading et qu'on n'est pas dans une vue caméra ou n'importe, mais vraiment qu'on est dans une créature. Mais c'était un petit peu compliqué de faire comprendre en fait aux joueurs, puisque du coup après c'est plus du GD on va dire, mais sans mettre juste une grosse ligne de texte qui dit appuyer sur espace pour voir la créature. Ouais, c'est ça. C'était le but aussi de la cinématique, et puis aussi il y a forcément un côté un peu plus polish d'avoir une cinématique d'introduction, et puis ça rend le côté un peu on rentre plus dans le jeu je trouve, et c'était sympa à mettre en place et à travailler avec toute l'équipe bien sûr. J'espère que ce tour d'horizon de la Global Game Jam au travers de ces 3 équipes vous aura plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à aller sur le site de la Global Game Jam pour tester les jeux qui auront été faits. Vous en avez 10 000 à peu près. Il y a le choix. Vous pouvez vraiment vous amuser. Certains sont très courts, d'autres ont des mécaniques très sympas et avec de la rejouabilité. En attendant, moi, je vous souhaite une superbe fin de journée.